Bonjour à tous, bon après-midi. Bienvenue à l'atelier de mise en marché. Je vous invite à prendre place. Ça fait déjà quelques années que j'anime l'atelier en mise en marché et encore cette année, je le dis, j'ai les meilleurs conférenciers de toutes les éditions. Ça va être un très bel après-midi, je suis certain. J'espère que vous avez tout le monde très, très bien mangé. Je suis Sylvain Fournaise, vice-président sécurité alimentaire, service technique chez Olimel. Et je suis également membre du comité des conférences, donc je serai votre animateur pour cet atelier de mise en marché. Cet après-midi, on va avoir la chance d'entendre d'excellentes conférences qui vont nous parler de tendances alimentaires et d'habitudes de consommation. Notre premier conférencier, un collègue chez Olimel, M. David Poirier, est titulaire d'un diplôme MBA au HEC. Il combine des expertises dans plusieurs domaines du marketing. Il a en effet travaillé pendant 6 ans comme professionnel en recherche consommateur chez Haddock Recherche, puis chez Molson Coors. Il a également fait du développement de produits pour cette dernière compagnie, ce qui impliquait, entre autres, la difficile tâche de goûter une grande variété de bières. Ça lui est resté, d'ailleurs, ce goût pour la bière. Après 9 ans dans la bière, il a décidé de passer dans le bacon et les ailes de poulet. Chez Olimel, David dirige la fonction marketing pendant 6 ans pour les marques Lafleur, Flamingo, Olimel, supervisant la naissance, entre autres, que vous connaissez bien, d'Oli et Mel, nos passionnés de charcuterie bien connus des Québécois. Et depuis maintenant 3 ans, il occupe le poste de directeur à l'innovation et au développement du côté des produits transformés. David, dans ses temps libres, est un amateur de cuisine, vous le comprendrez, et de bonne table. Il est lui-même influencé par plusieurs tendances marketing et il vous fera part dans sa conférence. Je vous demande d'accueillir avec moi mon collègue David Poirier. Merci, Sylvain. Bonjour tout le monde. Bien content de vous voir aujourd'hui. Bienvenue à cette conférence dans laquelle on va explorer comment le marketing influence nos choix alimentaires. Si ça veut bien marcher. Donc, j'ai structuré la présentation en 2 grandes sections suivies d'une conclusion. La première section donnera quelques exemples des outils avec lesquels les marketeurs influencent nos choix. La deuxième brossera un portrait rapide des grands changements qui affectent et affecteront la relation que les consommateurs ont avec la viande de porc. Et je terminerai la présentation avec quelques pistes de réflexion et des amorces d'idées sur comment utiliser les méthodes du marketing pour aider à faire face à ces changements. Les faits dont je vais vous parler sont tirés de plusieurs outils dont on a la chance chez Olimel d'avoir accès, mais je veux vous parler plus spécifiquement de notre communauté de membres qui compte plus de 8 000 Canadiens qui acceptent de participer à des études pour Olimel en échange d'informations avant les autres. Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai fait faire une étude justement spécifiquement pour le porc chaud, donc c'est des résultats exclusifs que je vais vous présenter aujourd'hui. Je serai disponible après la conférence si vous avez des questions plus spécifiques sur ce que je vais vous présenter. Première section, le marketing influence nos choix. Donc, en premier, à main levée, qui ici pense que leurs décisions sont fortement influencées par la publicité? Ah bien, vous êtes quand même bien conscient de votre réalité, parce que souvent, moi, j'ai fait beaucoup de groupes de discussion dans ma vie, puis je l'ai entendu des milliers de fois. Oui, mais moi, la pub, ça ne m'influence pas. Donc, si c'était vrai, par contre, pensez-vous que les revenus publicitaires de Facebook grandiraient année après année? Le fait, c'est que la raison pour laquelle la publicité et le marketing en général peuvent nous influencer, c'est malgré le fait qu'on se croit rationnel, la plupart de nos choix sont dirigés par nos émotions et basés sur nos perceptions. Pour vous en faire une démonstration, je vais décider de vous présenter quelques exemples des outils utilisés par les marketeurs pour nous influencer, et ça à travers les 4 P classiques du marketing: le prix, la place, la promotion et, bien entendu, le produit. Les marketeurs utilisent ces outils dans le but de provoquer un désir. Et quand le travail est bien fait, le consommateur achète le produit pour assouvir ce désir et il est heureux. Donc, le premier de ces outils, c'est le prix. Le prix, en premier, c'est un signal de qualité d'un produit. On s'attend à ce qu'un vin à 3 $ goûte meilleur qu'un vin à 25 $. Le 25 goûte meilleur que le 3, excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il est fait avec des meilleurs ingrédients, avec un meilleur soin, avec un savoir-faire plus poussé. C'est une conclusion rationnelle.
Mais le prix interagit également avec la perception et les émotions. Prenons l'exemple qu'on connaît tous, 10 et 9,99 $, c'est 1/1000 de différence. Rationnellement, c'est le même prix. Émotionnellement, c'est complètement différent. Le 9,99 $, c'est 9 $. On est ailleurs. C'est un exemple qu'on connaît tous. Il y a d'autres exemples plus intéressants. Les produits de luxe, par exemple, un sac Louis Vuitton haut de gamme, c'est une manière de signaler qu'on a du succès, qu'on a de l'argent. Une partie significative de ce qu'on achète en payant si cher pour un produit pour lequel il existe des substituts fonctionnellement pareils, de bonne qualité, c'est le prix en lui-même et ce qu'il communique sur nous. Mais ce qui est encore plus intéressant et plus à notre propos aujourd'hui, c'est le fait que le prix peut avoir sur la performance du produit. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent qu'un comprimé d'aspirine, s'il est vendu 5 cents, il fonctionne moins bien que s'il est vendu 50 cents, parce que les gens, leurs attentes influencent la performance du produit. Mais là, les gens ont payé pour ça. L'autre exemple que je vous présente, c'est un gâteau qui est vendu à 15 $. Le même gâteau est aussi vendu à 55 $. Il y a des gens, c'est dans une dégustation, les gens n'ont pas besoin de payer. On leur offre le gâteau, mais on leur demande de donner du feedback. Et systématiquement, tout le monde trouve que le gâteau à 55 $ goûte meilleur. Ce n'est pas comme quand tu achètes une auto très chère puis tu as payé cher. Fait que tu veux voir les bons côtés puis minimiser les moins bons côtés. Ça, c'est un phénomène qu'on connaît. Ici, il n'y avait pas besoin de s'engager. Il n'y a aucun engagement. Ils font juste goûter. C'est parce que, puis ils ont mesuré, dans le cerveau, c'est carrément tes attentes qui font que le goût goûte meilleur. Tu es vraiment prédisposé à trouver ça bon et ça goûte vraiment meilleur. Donc, à retenir à ce niveau-là, des fois, il ne faut pas avoir peur de vendre nos produits à un bon prix. Le deuxième P du marketing, qu'on appelle place, ça réfère à la distribution et à l'emplacement du produit. L'emplacement, ça sert à identifier à qui le produit s'adresse. Donc, un produit de burger végétal à la Beyond Meat, s'il est vendu dans la section végé, il ne parle pas aux mêmes gens, puis il ne dit même pas la même chose sur son goût que s'il est vendu dans la section de la viande. Un autre exemple, c'est notre bacon Lafleur. Bacon précuit. S'il est vendu dans le comptoir du bacon, bien, ça évoque des utilisations bacon. Mais on peut faire penser à d'autres sortes d'utilisations, par exemple en faisant des racks qui sont mis à côté des tomates et de la salade. Là, on va penser, BLT, on crée des nouvelles occasions. Là où ça devient assez intéressant au niveau de la manipulation, si on veut appeler ça comme ça, c'est prenez l'exemple d'un formulaire de don. Si je vous demande de donner pour le voyage de ma fille en Afrique avec l'école l'été prochain, puis je vous demande de tous donner, probablement que la plupart d'entre vous seraient intéressés à me donner 5 $ plutôt que 25 $. Mais il y a moyen de vous influencer pour qu'il y ait une plus grande proportion de 25 $, simplement en rajoutant un troisième choix. En mettant un choix qui est beaucoup plus gros, soudainement, le 25 $ a l'air moins gros. Et ça, c'est un effet qu'on voit souvent, c'est que pour prendre une décision, les humains ont besoin de points de comparaison. Donc, à retenir au niveau du détail, parce qu'il y a peut-être moyen d'utiliser certains produits pour faire vendre d'autres produits de manière plus intéressante et les faire paraître moins chers. La promotion, ça comprend la publicité, les relations publiques, les ventes et, bien sûr, les promotions en magasin. Je vais vous parler de promotion en tant que telle aujourd'hui pour vous montrer comment les marketeurs peuvent nous manipuler. Et une des grosses leçons dans les promotions, c'est qu'on n'est pas bon en maths. Il n'y a pas grand monde ici qui a adoré son cours de maths. Et dès qu'on met de la pression, qu'on met un sentiment d'urgence, on est encore plus mauvais en maths. C'est pour ça que la plupart des promotions, c'est toujours vite, vite, maintenant, attention, ça finit bientôt. Limited time offer. Petite démonstration. Quelle promo vous attire le plus? 75 % de rabais sur un item à 11,99 ou 5 % sur un item à 179,99? Les études montrent que la plupart des gens sont prêts à faire un détour pour aller chercher la première, mais pas la deuxième. Pourtant, c'est exactement le même montant qui est économisé, 9 $. Donc, émotivement, on trouve « Oh, ça, c'est beaucoup plus intéressant ». Un autre exemple, ça ne marche pas juste avec des pourcentages, les dollars aussi. Rapidement, est-ce que l'offre à gauche vous apparaît plus intéressant pour le bâton de golf ou l'offre à droite pour la BMW? La plupart des gens vont dire l'offre de golf est vraiment plus intéressante, mais rationnellement, c'est le même 200 $. Émotivement, ce n'est pas la même chose. Une autre façon de manipuler les gens, c'est de les surprendre. Donc, les 3 offres que vous voyez ici, à toute fin pratique, ça revient au même prix, même que celle à droite est légèrement plus chère. Mais celle à droite, la première fois qu'on l'a fait, elle a fonctionné beaucoup mieux que les autres parce que les gens n'étaient pas habitués à voir ça, puis parce que 1 $, ça a l'air petit, alors que
2 pour 1, il faut quasiment que tu fasses un calcul mathématique. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il faut surprendre et il faut jouer avec les capacités mathématiques limitées de la plupart des gens. Et maintenant, parlons du produit, le 4e P. Par produit, je veux bien entendu dire le produit lui-même, donc son apparence, les ingrédients, la provenance et plein d'autres caractéristiques, mais aussi comment il est emballé, donc le packaging. Et finalement, qu'est-ce qu'on dit sur ce produit? Ce qu'on appelle des allégations. Donc, tout ça, ensemble, ça crée une perception et dans le fond, c'est chacun de ces outils-là qu'on peut manipuler pour avoir une impression qui va influencer les gens. Pour des raisons de temps, je vais seulement parler des aspects que j'ai soulignés ici, mais il y a des exemples pour chacune des dimensions. Parlons ingrédients. Des ingrédients, on pourrait penser que c'est quelque chose de rationnel, une description de ce qu'il y a dans une liste d'ingrédients, mais le fait est que l'exemple suivant va vous montrer comment on peut influencer la perception en choisissant quels ingrédients on choisit, mais aussi comment on les décrit. Alors, on a demandé à notre panel de classer toute une série d'ingrédients sur un axe de perception allant de naturel à chimique, puis de pas bon pour la santé à bon pour la santé. Ce n'est pas scientifique, c'est vraiment des perceptions. Et ça fait, dans le fond, 4 cadrans. Donc, ce que vous voulez, en général, c'est avoir des ingrédients qui sont perçus dans le cadran en haut à gauche. Ça va pour l'instant? Donc là, les résultats sont assez évidents, comme par exemple, on teste du glutamate monosodique, du MSG, bien, il est en bas à droite, et, bonne nouvelle, le porc en haut à gauche. Yeah. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a des ingrédients qui sont perçus pas bons, et on peut les changer simplement en manipulant un peu. Prenez, par exemple, le sucre, qui soudainement, quand ça s'appelle sucre de canne, c'est rendu bon pour la santé. Même chose pour le sel puis le sel de mer. Vous allez me dire, ce n'est pas exactement le même ingrédient, peut-être, mais la différence de prix peut en valoir la peine. Dans certains cas, comme par exemple l'arôme puis l'arôme naturel, en fait, un arôme, tant qu'il n'est pas artificiel, il est par définition naturel. Donc, tant qu'à ça, dis-le qu'il est naturel, parce que regardez l'effet que ça fait. On passe à un ingrédient qui est santé puis plus naturel. D'autres choses, la substance laitière modifiée puis l'ampoule, c'est la même chose. C'est juste 2 manières, comme moi, je m'appelle David et je peux aussi m'appeler Monsieur Poirier. Même exemple, mais qu'on l'appelle l'ampoule, ça donne qui est mieux. Même chose pour le bicarbonate de sodium puis le bicarbonate de soude. J'imagine que si ça avait pu dire petite vache, ça serait encore mieux, mais ça, Sylvain ne va pas donner le droit. Donc, il faut retenir que, dans le fond, mesurer ça quand vous avez la chance, prenez le temps de vous dire, il y a peut-être des manières de dire ce que j'ai à dire qui font que c'est perçu plus positif. Allons voir du côté du packaging. On va parler de couleur uniquement. Donc, la couleur d'un packaging, ça sert à quoi? Ça sert à le faire ressortir en tablette, en premier lieu, mais ça sert aussi à communiquer la marque, mais aussi la promesse du produit. Là, il y a bien plus de possibilités. J'en ai mis quelques-unes. Vous voyez que, dans le fond, chaque couleur a une histoire. Par exemple, le doré et le noir, ça évoque la haute qualité. Le rouge et le jaune, ensemble, ça envoie un signal de produit économique, mais ça peut aussi donner faim. Le bleu pâle envoie une impression de réduction. C'est souvent utilisé pour des produits légers, moins de sel, moins de gras. Donc, l'utilisation du bleu pâle, par exemple, serait appropriée pour des gammes de produits offrant de tels attributs, mais n'allez pas mettre ça sur un confit de canard extra bacon. On s'entend que ça ne fitterait pas. Donc, je vais vous poser une question. Imaginez que vous étiez responsable de développer un produit naturel. Quelle couleur vous pourriez choisir là-dedans? Bien, si on regarde l'exemple de Natural Selection, qui est le produit numéro 1 vendu en charcuterie au Canada, le chef de marque a choisi la couleur beige. Ce n'est pas un hasard, et en plus, il a utilisé du vert et du brun. Donc, c'est tout cohérent par rapport à ce qu'il veut nous dire. Par contre, on s'entend que ce n'est pas la couleur la plus criante en tablette. Donc, il y a ce compromis-là à faire, mais ça exprime bien la promesse du produit. S'il avait décidé d'aller en blanc, ce qui est une autre possibilité pour montrer de la simplicité, ça marche, mais c'est peut-être un peu moins convaincant. Si, par contre, il avait dit « Ah, moi, j'aime vraiment le doré parce que ça fait qualité, puis mon produit est super qualité », il n'est pas sûr. On dirait qu'on est ailleurs. Mais par contre, s'il avait dit « Ah, finalement, je m'assume, puis j'appelle ça Premium Selection », soudainement, le doré vient de prendre un sens qu'il n'y avait pas avant. On s'entend, ça, c'est moi avec PowerPoint, là, mais vous pourriez imaginer qu'une agence graphique pourrait rendre ça. Et vous vous souvenez de l'autre page, on a vu que le vert est une autre couleur pour dire la naturalité, mais pas n'importe quel vert. Si vous prenez un vert comme ça, c'est un vert, mais c'est néon, c'est vraiment laid,
Puis en plus d'être laid, ça ne communique pas naturel. Mais utiliser la même couleur sur une canette de jus d'énergie, de liquide énergique, ça dit énergie. Donc vraiment, le contexte est super important. Puis ça, c'est notre métier, Chantal, c'est ce que je veux dire. On passe nos journées à se poser des questions sur quelle couleur, mais c'est pour ça qu'on fait ça. Maintenant, parlons allégations produits. Les allégations, je vous rappelle, c'est ce qu'on dit sur les produits. Je vais vous en présenter, il y en a des milliers, je vais vous en présenter seulement 3. La première, c'est l'aspect local. L'aspect local, il y a autant de mesures que vous voulez, mais en gros, à force de les regarder, je vois que c'est un des aspects qui revient le plus souvent comme étant le plus désiré et aussi celui pour lequel les gens sont prêts à payer une prime. Donc, ça, c'est intéressant. Le bon côté, c'est que local, ça ne veut pas dire 23,5 km de chez moi. Ça veut dire, pour les Canadiens, ça veut dire Canada. Pour les Québécois, ça veut dire Québec. Donc ça, c'est quand même le fun. Ça nous donne une certaine flexibilité. Puis il faut comprendre aussi que la localité, c'est intéressant parce que c'est apprécié en particulier par les milléniaux, les familles et les ménages qui font plus de 100 000 par année. Ça, c'est toutes des clientèles quand même importantes pour nous. La deuxième allégation, c'est tout ce qui est clean label. Excusez-moi l'anglicisme, mais clean label, il n'y a pas de bon terme en français. C'est ingrédients propres, plus naturel, simple. Il n'y a pas comme un beau petit mot, mais je pense que tout le monde ici sait de quoi je parle. Donc, c'est des ingrédients moins limités, plus limités en nombre. Cette tendance-là, au début, les gens pensaient que c'était peut-être une mode. C'est clairement une tendance de fond qui va demeurer au Canada et ailleurs. Puis en plus, elle est particulièrement marquée dans la cohorte des milléniaux. Il y a plusieurs études qui montrent que plus un produit a de la valeur ajoutée dans l'échelle de Clean Label, plus il est en croissance. Donc, le régulier à 0, ça c'est un produit qui n'a aucune allégation Clean Label, et le durable éthique, ça c'est carrément Human Certified, puis etc., ça croît plus. Il faut par contre comprendre que plus tu es haut dans l'échelle, plus le marché est petit. Donc, il faut trouver notre place à l'intérieur de ça. Gros marché régulier, petit marché éthique, mais croissance se retrouve là. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, l'aspect, par contre, qui choque, c'est que ça, c'est beaucoup demandé, mais les gens sont peu prêts à payer pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de trouver, ça a l'air d'une simple tâche comme ça, c'est pas facile, mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver des allégations qui ne coûtent pas trop cher, mais qui sont perçues comme ayant une valeur. Puis, la raison pourquoi les gens sont moins prêts à payer pour, ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas que ça vaut quelque chose, parce qu'ils ont moins d'argent discrétionnaire, parce que les groupes qui sont le plus intéressés par ça, c'est les milléniaux et les parents, puis ça donne, il faut qu'ils payent le hockey à petit pou, puis ils n'ont pas encore des gros salaires. Donc, c'est une des raisons pour ça. L'autre facteur qui limite l'intérêt du Clean Label, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, des allégations de Clean Label, puis souvent, vous allez les voir avec des astérisques. Donc, il y a comme un côté, mais c'est-tu vrai? La transparence n'est pas toujours là. Donc, ce que je vous conseille, c'est des allégations factuelles autant que possible et des accréditations tierces parties reconnues. Par exemple, si vous êtes sans gluten, vous êtes mieux de vous faire accréditer pour que ce soit une tierce partie qui dit « oui, ils sont sans gluten » plutôt que de le déclarer vous-même. Je vous montre un exemple des gens qui font très bien leur travail. Le Port du Québec, c'est un produit local, c'est une accréditation factuelle d'une tierce partie reconnue. Donc, good job. C'était un tour rapide des outils. La deuxième partie porte sur le changement. Donc, voici des choses qui vont nous affecter au cours des prochaines années. Bien sûr, je prends une vision très haute, 30 000 pieds dans les airs. 3 grandes tendances. Le marché se fragmente, la perception de la viande change et il y a quelques changements sociodémographiques qui vont nous affecter aussi. Le premier, le marché se fragmente. Donc, le marché que j'ai représenté comme la grosse boule grise à gauche, avant, puis le nouveau marché à droite, il croît. Mais le générique, le produit non différencié, lui, la partie grise, diminue. Toute la croissance vient des plus petits segments qui sont spécialisés, qui offrent des caractéristiques particulières, des besoins distincts pour des consommateurs distincts. Première chose à retenir. Deuxième, c'est que la perception de la viande change. La viande, ça a longtemps été la base même de l'alimentation. C'était aspirationnel. Quand je serai riche, je mangerai de la viande. Puis c'était aimé. Là, on passe à une époque où la viande demeure encore très importante, mais il y a des questionnements qui sortent. On en entend parler à tous les jours dans les revues de presse. Et ça se voit dans plusieurs mouvements, donc on va parler maintenant. La tendance de la consommation, ça, c'est des chiffres au Canada, consommation par capita. Donc, vous pouvez voir que la consommation fléchit.
Donc, quand on le regarde en absolu, ça monte, mais quand on le regarde divisé par le nombre de personnes, les gens mangent un peu moins de viande qu'avant. Par contre, il faut regarder à l'intérieur, la viande rouge est en plus grand déclin, alors que la viande blanche, particulièrement le poulet, est en croissance et c'est maintenant rendu la viande numéro 1 au Canada en termes par capita. D'où vient cette décroissance? Bien, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a beaucoup de gens qui disent vouloir manger moins de viande. Puis c'est ce groupe de personnes, et non pas les véganes, qui sont en croissance. À main levée, qui connaît dans sa famille immédiate une végane ou un végane? Ah, quand même, ça progresse. Qui connaît quelqu'un qui voudrait, dans la prochaine année, manger moins de viande? Bien, vos mains démontrent mon point. On appelle ces gens-là des flexitariens. Il y a plusieurs définitions, mais c'est la définition que j'ai décidé de retenir aujourd'hui. Donc, c'est pas, vous voyez une croissance des produits véganes, mais ce n'est pas parce que le groupe des véganes croît. En fait, il est assez stable, ce groupe-là. C'est vraiment les gens qui veulent manger moins de viande. Pourquoi les gens veulent manger moins de viande? Bien, il y a certaines raisons qui reviennent plus souvent. Explorons-en 3, parce que ce qui tombe bien, c'est que je vais vous dire comment on peut réagir à ces raisons-là. La première, c'est la perception santé. Donc, ce n'est pas toujours reluisant. On entend que la viande est associée aux maladies cardiaques, à l'obésité ou même au cancer. En particulier, ça s'est résorbé un peu, mais avec la publication par l'Organisation mondiale de la santé en 2015 de leur rapport, on entendait beaucoup parler. L'autre point, c'est l'impact écologique. Il y a une perception quant à est-ce que la viande est mauvaise à ce niveau-là, c'est mauvais pour l'environnement, et que si on veut éviter la catastrophe écologique, une des premières choses à faire, c'est de réduire sa consommation de viande. Ça, c'est un discours, si vous suivez l'actualité, c'est un discours assez présent. Et c'est un discours qui va juste risquer de s'amplifier, en particulier avec la préoccupation grandissante des jeunes pour la question environnementale, mais aussi des business ne sont pas fous. L'Oblast, par exemple, qui nous parle qu'ils vont, en 2030, diminuer leur empreinte carbone de 30 %. Ils ne ciblent pas la viande spécifiquement, mais sachez qu'il y a vraiment des efforts à ce niveau-là. Une des raisons pour laquelle on identifie la viande comme étant un outil pour réduire l'impact sur la planète, c'est que manger moins de viande, c'est une solution facile à communiquer, facile à comprendre. Puis c'est relativement facile à implémenter aussi, sans grand sacrifice de style de vie. En plus, c'est à la mode. Il y a plein de stars d'Hollywood puis de sports sportifs qui en parlent. Donc, franchement, c'est un gros mouvement. Je vais vous tester. Levez la main ici. Qui trouverait ça plus facile de couper un repas de viande par semaine que de couper un aller-retour au travail en auto? Exactement. Donc, il faut comprendre que c'est un sacrifice facile à vendre. Puis, par contre, nous, l'affaire, c'est que la solution zéro viande, c'est peut-être un peu simpliste. Puis, en tant que producteur de porc, il y a peut-être moyen d'utiliser certains outils marketing pour s'aider. Là, je ne suis pas un écologiste, mais j'ai quand même regardé pas mal de données. Puis, peu importe la donnée qu'on prend, en général, l'agneau et le bœuf sont toujours les pires, puis le porc se retrouve à peu près à la moitié des échelles, peu importe les échelles qu'on regarde, que ce soit CO2, quantité de terrain utilisé, viande, conversion des protéines. Donc, en gros, le porc est mieux que le bœuf. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Est-ce que ça peut représenter une opportunité de positionnement relatif pour le porc? C'est à nous de discuter et d'en penser, mais il y a définitivement quelque chose à faire. Je vais vous montrer comment. Dernier point, l'acceptabilité sociale de la viande. Bien, il y a beaucoup de gens qui adorent le goût de la viande, le côté satisfaisant de la viande. Mais il y a un nombre grandissant qui sont mal à l'aise avec le fait pour avoir de la viande, bien, ça prend des animaux qu'il faut élever puis tuer. Et l'autre enjeu, c'est que l'urbanisation grandissante des populations et la méconnaissance des pratiques d'élevage ne vont rien pour nous aider au niveau de cette tendance-là. On voit les réactions du marché à ça. La première réponse, c'est une évolution de l'offre carnée, donc à la fois au niveau du bien-être animal, de la qualité des produits et des ingrédients, ainsi que du type de viande. La deuxième réponse, c'est de la viande sans l'animal. Donc, ça imite la viande, ou même c'est des sortes, on s'entend des insectes, c'est des animaux, mais dans notre tête, ce n'est pas la même affaire que des mammifères. Et la viande de laboratoire, ça a l'air de la science-fiction, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus de manière acharnée. Chacune de ces approches cherche à offrir tout le plaisir de la viande. On reconnaît que la viande a un grand plaisir, il n'y a rien qui l'accote, mais sans l'animal.
Le dernier point que je veux aborder ici, c'est les changements démographiques. Il y en a beaucoup. Je vais juste en souligner 3 très rapidement. Le premier, le vieillissement de la population. Ce qu'il faut retenir, c'est particulièrement marqué au Québec. L'implication pour nous, c'est que les gens plus âgés sont plus préoccupés de leur santé et ils veulent consommer moins de viande, surtout de la viande rouge. L'autre bonne chose à savoir, c'est que ce groupe veut voir la viande avant de l'acheter, à retenir quand on va parler des autres groupes. L'implication de la deuxième tendance, qui est la diminution de la taille des ménages, c'est que les ménages sont de plus en plus petits et donc les portions qu'on vend doivent être plus petites, offertes en multicavité, souvent vendues déjà cuisinées dans le comptoir du prêt à manger à l'épicerie. Il faut s'attendre à ce que ces façons de vendre la viande soient de plus en plus fréquentes. Et finalement, les milléniaux vont influencer notre marché, car maintenant, les milléniaux, juste pour que vous sachiez, c'est la même grosseur que les baby boomers dans la société. Ils ont autant d'impact. Par contre, ils ont des considérations éthiques dans leurs achats, on en a parlé. Ils sont 2 fois plus végétariens que la population en général, puis ils ne se sentent pas compétents, ou en tout cas moins compétents, pour choisir, manipuler ou cuisiner la viande. Ils veulent qu'on le fasse pour eux. Donc, on a vu que les gens choisissent avec leurs émotions, basées sur leur perception, et qu'on peut avoir une certaine influence sur leur choix. On vient aussi de voir certains changements qui ont et vont avoir des impacts sur la consommation du porc en particulier. On fait quoi? Ça peut sonner un peu inquiétant, mais il y a quand même des outils à notre possession pour s'aider à tirer notre épingle du jeu. Et je vais vous présenter ça, dans le fond, dans une espèce de série de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que les protéines sont à la mode. Les produits qui se vendent d'en contenir beaucoup sont en croissance et il y a de plus en plus de produits qui font mention de leur contenu en protéines. Les gens recherchent les protéines de façon très simpliste parce qu'ils croient que ça les rend forts ou bien que ça les rend minces. La bonne nouvelle, c'est que la viande est une excellente source de protéines. On n'en parle pas beaucoup, on pourra en parler davantage. D'ailleurs, l'autre aspect, c'est que pour un tiers des gens, la source de protéines est importante. Et la viande demeure la source de protéines la plus importante pour la majorité du marché. Par contre, ça se voit aussi dans la part de marché qui est 93 contre 7, mais la viande continue d'être en croissance en absolu, mais elle est quand même beaucoup moins forte que la croissance des protéines végétales. Puis quand on parle des substituts de viande ou des analogues de viande, ça, c'est des produits faits de végétaux, mais qui imitent la viande. La croissance est 10 fois plus élevée de ce bord-là. Ça demeure un petit marché, mais il faut comprendre que ça croît rapidement. Pourquoi il y a de la croissance? Bien, il y a 1/5 des Canadiens qui pensent que les protéines végétales sont plus nutritives ou plus santé que de la viande. Mais en fait, la viande, est, comme je vous disais, est une excellente source de protéines, non seulement, mais aussi de protéines complètes, très digestes. Donc, ce serait à notre avantage de le faire savoir encore plus. Bonne nouvelle numéro 2, c'est que l'esthétique et la promesse de goût délicieux de la viande sont aspirationnelles. Les gens aiment et apprécient le goût et l'apparence de la viande. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs produits analogues de viande, ceux qui imitent la viande. Mais c'est pour ça qu'ils adoptent cette esthétique puis ils font semblant d'être de la viande, allant même jusqu'à prendre le nom même de viande. En Europe, c'est épouvantable, ils appellent ça du chicken, ils ne font même pas semblant. Là, par exemple, Beyond Meat, bien, dans son nom, ça s'appelle Meat. Puis il parle aussi, il adopte toute l'esthétique de la boucherie, comme par exemple la boucherie végétarienne. C'est un peu absurde quand on se recule un peu de penser à une boucherie végétarienne, mais ça vous montre à quel point la viande est forte dans notre culture. Donc, le corollaire de cette nouvelle-là, c'est que le marché de la viande demeure très important, à 23 milliards de dollars au Canada, 13 fois plus important que le marché des protéines végétales. Donc, ce n'est pas demain matin que les détaillants arrêtent de vendre de la viande. Il faut quand même mettre ça en perspective. Nouvelle numéro 4, je vous parle de viande, mais il faut comprendre que la viande, ça n'égale pas le porc. Donc, ça ici, ce que je vous montre, c'est un nuage de mots. Ça, c'est une technique en recherche commerciale. On demande quel est le premier mot qui te vient en tête quand je te dis viande. Puis là, je vous ai biaisé, mais on aurait pu faire l'exercice, puis à travers la communauté de membres, ce qui est sorti, c'est ça. Puis vous pouvez remarquer que steak, bœuf, rouge sortent assez fort. Plus le mot est gros, plus il est sorti souvent. Les couleurs ne veulent rien dire, c'est juste pour s'aider à voir. Donc, vous pouvez constater que viande, dans le fond, ça égale bœuf, ça égale steak. Puis, quand les gens nous disent on veut manger moins de viande, qu'on creuse un peu, ce qu'on se rend compte, c'est ce qu'ils veulent nous dire, c'est réduire leur consommation de viande rouge. Plus spécifiquement, le bœuf. Donc, ce n'est pas toutes les protéines animales qui sont mises à mal par cette approche-là. Est-ce que le porc peut jouer ses cartes pour essayer d'influencer la perception et ne pas être associé à cette notion de viande-là?
Bien, on peut voir, je vais vous faire la démonstration que c'est possible. Si on prend les mêmes résultats au sondage que je vous ai dit, à gauche pour viande, à droite pour porc, et on les regroupe. Au lieu de juste voir les mots en tant que tels, on les regroupe dans des thématiques. On voit que du côté viande, bien, ça fait penser à de la viande rouge, alors que le côté porc, on parle de découpe, produits du porc, du bacon, du jambon, toutes ces choses-là. Donc, le mot porc est davantage associé à une découpe, à une recette, à un bon goût et moins à la viande rouge. On peut faire l'exercice aussi en allant sur Google. Google Images, c'est un agrégateur de contenu. Ça ramène, dans le fond, les contenus les plus populaires pour une recherche. Donc, si vous rentrez le mot viande, vous pouvez voir, je ne sais pas pourquoi l'écran coupe les côtés, mais en tout cas, à gauche, c'est viande et à droite, c'est viande rouge. Vous pouvez remarquer que les couleurs de ces deux recherches-là, la couleur moyenne, on est très proche. Alors que si on rentre viande de porc, soudainement, la couleur est quand même beaucoup plus pâle, beaucoup plus proche de ce qu'on obtient si on fait viande blanche. Donc, il y a quelque chose au niveau de la couleur de la viande. On va voir comment ça joue. La raison pourquoi je vous en parle, c'est que la viande rouge, même si elle a une plus grosse part de marché que la viande blanche, l'inverse, c'est que la viande blanche est perçue comme étant plus santé. Puis une des grosses raisons pour ça, c'est parce qu'elle est perçue comme étant moins grasse. Donc, la notion de gras joue là-dedans. Petite anecdote en passant, les hommes ont tendance à préférer la viande rouge, alors que les femmes ont tendance à préférer la viande blanche, encore une fois pour des raisons souvent santé. Donc, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Mais la bonne nouvelle, numéro 5, c'est qu'on peut influencer les gens. Je vous en ai fait la démonstration rapidement au début. Donc, je vais vous présenter quelques exemples de comment sont perçus la qualité, la teneur en protéines, l'aspect appétissant, l'aspect santé et l'aspect écologique du porc. Et comment on peut influencer la perception sur ces 5 aspects-là au niveau en utilisant la couleur, en utilisant la découpe et en utilisant aussi la provenance du porc. Bon, on va reprendre l'exercice du mot, l'association spontanée. Quand je vous dis quelle est la première chose qui vous vient en tête quand je vous dis le mot. Donc, vous voyez à gauche ce qu'on voyait pour le porc. Puis ici, maintenant, je dis quelle est la première image qui vous vient en tête si je vous parle du porc du Québec. Mais regardez la différence. Ici, à gauche, on est dans des découpes. À droite, on est dans des bénéfices, dans du goût, dans de la qualité, du goût délicieux, savoureux. Le petit mot du Québec vient de changer tout l'affectif qui est associé au mot. Donc, si vous avez du porc du Québec à vendre, mais dites-le qu'il est du Québec. Puis on a vu à midi le beau travail qui a été fait dans la dernière année, mais ça fonctionne parce que dans notre tête, ça ne réside pas à la même place, ces deux notions-là. Bon, alors maintenant, on va regarder pour chacune des autres dimensions que je vous ai parlé. On va commencer avec la teneur en protéines. Pour mesurer ça, j'ai choisi une vingtaine d'aliments qui sont représentatifs, certains très hauts en protéines, d'autres moins, certains plus santé, moins santé, des espèces d'icônes de chacune de ces dimensions-là. Il y en a 21. Les gens les classaient sur les 4 dimensions. Ils les classaient sur, si on prend ça par exemple, c'est la proportion de très forte teneur en protéines. Ça, c'est la proportion de gens qui ont dit oui, ça, c'est très fort en protéines, jusqu'à la plus petite proportion de gens qui ont dit ça, c'est très fort en protéines. Chacun des 4 tableaux que je vais vous présenter est bâti de la même manière. Donc, on peut voir, la première chose, c'est que la viande rouge est perçue comme étant la chose qui a le plus de protéines, suivie de proche par les légumineuses. Donc, c'est intéressant de voir ça. Inversement, la spiruline et la protéine en poudre sont perçues par notre communauté comme étant les ingrédients qui en ont le moins. Or, quand tu fais un ranking de la contenu réel des protéines, ça c'est ma version artistique de la chose, mais vous pouvez voir que la poudre de lactosérum puis la spiruline, en fait, c'est très, très, très plein de protéines, mais les gens ne connaissent pas ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand les gens ne connaissent pas, ils pensent qu'il n'y a pas nécessairement ce contenu-là. L'autre chose, c'est qu'on peut remarquer que le brocoli, avant ça, le porc est en plein milieu du tableau. Le porc, lui, le fait de l'appeler porc du Québec, vous vous souvenez, ça changeait beaucoup de choses au niveau de l'appétence, mais ici, au niveau de la teneur en protéines, ça ne change rien. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant de voir, c'est que le bacon et la saucisse italienne sont perçus comme ayant moins de protéines que le brocoli, alors qu'ils en ont environ 7 fois plus. Donc, il y aurait lieu pour nous de faire la promotion du fait qu'il y a de la protéine dans nos aliments de viande. Je reviens là-dessus, mais c'est vraiment, on voit que les consommateurs ne sont pas au courant de ça. Si on regarde le côté appétissant,
Le porc obtient un score d'appétence similaire à la viande rouge. Vous pouvez voir à 52, 56. Mais si on parle du porc du Québec, ce qui est constant avec ce que je vous avais montré tout à l'heure, on gagne 8 points de pourcentage. Donc, il y a vraiment un effet de la qualification du porc. Au niveau surtransformé, on peut voir la bonne performance du bacon, encore une fois, du bacon de porc du Québec. J'imagine que ça sera encore meilleur parce qu'on peut combiner ces différentes variables-là. Puis on peut aussi, ce qui devrait vous rassurer un peu, c'est qu'au niveau appétence, bien, toutes les nouvelles protéines qu'on entend beaucoup parler, tofu, produits végétaux imitant la viande, les Beyond Meat, spiruline, insectes, grillons, vous voyez, qui trônent en bas de la liste, bien, c'est perçu comme étant pas appétissant du tout. C'est peut-être aussi parce qu'ils ne connaissent pas, mais disons que ce n'est pas demain matin que les gens vont courir au magasin s'acheter des insectes pour faire des bons petits filets mignons d'insectes. Donc, on a quand même la paix à ce niveau-là. Si vous regardez les découpes, si on veut parler du côté appétissant du porc, mais moi, j'ai sorti juste 2 découpes parce qu'il fallait que je fasse des choix, mais on pourrait aller plus loin dans cet exercice-là. J'ai pris la côtelette puis le filet, qui sont pas mal 2 découpes standards. Vous pouvez voir que c'est vraiment le filet qui devient l'icône de l'appétissance. Donc, si on faisait un filet de porc du Québec, bien, on serait probablement l'icône pour vendre le côté appétissant de la viande. Si on prend l'aspect écologique, voici une autre démonstration qui serait à l'avantage du porc de se dissocier de la viande rouge. Le porc obtient en effet 7 points de plus que la viande rouge, mais si on regarde le porc du Québec, l'aspect local rajoute 9 points. Donc, franchement, on n'a pas fait grand-chose. On a simplement précisé sa provenance, puis on est devenu beaucoup plus écologique. On peut aussi constater dans cette liste qu'en général, les plantes sont perçues comme étant plus écologiques, que la viande blanche est perçue comme plus écologique, poulet, poisson, dindon. Puis, et l'autre chose, c'est que plus un aliment est transformé, moins il est perçu comme bon pour l'environnement. Donc, il faut toujours garder ça en tête quand on fait des choix d'images qu'on va mettre de l'avant. Dernier point, bon pour la santé. C'est là l'effet le plus marqué pour le porc du Québec. Le porc est 13 points plus haut que la viande rouge, donc on passe de 29 à 42. Mais si on va avec le porc du Québec, on rajoute 11 points. C'est rendu que le porc du Québec, plus de la moitié des gens trouvent que c'est bon pour la santé, alors qu'on est parti dans la viande rouge à 30 %. Techniquement, du porc, on peut argumenter que c'est de la viande rouge. On trouve les 2 réponses sur Internet, mais en pratique, c'en est une. Donc, parler de l'espèce plutôt que de la viande est très, très payant. Au niveau de la découpe, le filet est encore une fois la découpe qui ressort le plus positivement, plus que porc et plus que côtelette de porc. Pour terminer, je voulais juste vous montrer que les produits comme étant hautement transformés sont aussi perçus comme étant moins santé. Donc, les Beyond Meat de ce monde, avec leur liste d'ingrédients, cette grande trône en bas de l'échelle. Donc, ça, c'est quand même un gros facteur limitatif pour ces produits-là. Donc, des suggestions d'action à entreprendre, des conseils généraux, parler porc versus viande, parler porc du Québec plutôt que de porc, quand vous pouvez, parler des découpes nobles et peu grasses, mettre de l'avant le goût et la qualité nutritionnelle, en particulier les protéines, on le fait passer. Éviter l'évocation de la viande rouge. Des conseils spécifiques pour les producteurs, poursuivre dans la lancée actuelle au niveau des relations publiques, donc les engagements, les bienfaits économiques, les emplois, la région. Mettre de l'avant les caractéristiques produits bien perçus. On sait que les protéines, c'est bien vu, on sait que le local, c'est très bon, le goût. Puis le côté naturel, la viande, il y a un ingrédient porc. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et continuez à limiter l'empreinte écologique autant que vous pouvez et améliorer le bien-être animal, mais il faut penser toujours, ça peut devenir très technique, ces dimensions-là, mais les gens qui se battent contre nous utilisent du langage très sensationnaliste qui fonctionne bien sur les médias sociaux. Il faut trouver des façons de communiquer nos bénéfices de manière simple et clickbait autant que possible. Et je pense qu'il y a aussi moyen de se positionner versus des protéines plus désavantagées que nous pour ne pas se retrouver dans le même bateau. Au niveau des manufacturiers, continuez à améliorer l'offre. Par exemple, au niveau des ingrédients, tout ce qui est naturel, simple, les mots courts, le côté frais, la désignation, puis l'artisanat, c'est super, mais ne faites pas ça pour que ça coûte plus cher. Au niveau des détaillants, tablez sur la perception inégalée du goût, de la saveur dont jouit la viande et sur son esthétique. Rappelez que la viande est une excellente source de protéines et faire la promotion de l'achat local.
puis aider à cuisiner. J'ai sorti un exemple que je trouvais intéressant aux États-Unis, Market 31, où les viandes, vous vous souvenez, les milléniaux n'aiment pas ça manipuler, mais c'est déjà tout découpé, prêt à utiliser. Il y a des recettes dans le milieu, il y a des paquets de légumes qu'on peut acheter avec, les sauces. Donc, tu as tout ton kit d'assemblage, c'est comme de la peinture à numéro un peu, tu n'as pas besoin de connaître la cuisine et ça fonctionne. Pensez à l'offre segmentée, milléniaux versus boomers, ménage seul, et tenez en compte les particularités de la perception humaine dans vos décisions de listing, de pricing, de promotion et de planogramme. Mais surtout, et ça s'applique à tout le monde, il n'y a pas de recette magique. La meilleure approche, c'est de tester, mesurer, ajuster et retester jusqu'à temps que vous obteniez le résultat voulu. Alors, ça fait le tour de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je voulais savoir s'il y avait des questions. Il reste 2 minutes. Merci beaucoup, David. Effectivement, on commence à être serré, mais on a un petit peu de temps pour des questions. Y a-t-il des gens? Avancez au micro, si possible, vous nommez et posez votre question. Geneviève. Oui, ben alors je me nomme-tu alors? Geneviève Berthiaume, CDPQ. Je me demande juste par rapport à la nouvelle tendance qu'on voit des épiceries en vrac apparaître, comment est-ce que vous voyez le marketing par rapport à cette tendance-là d'achat? C'est une bonne question. Je sais que l'impression de ces épiceries-là, c'est beaucoup le côté local et le côté fraîcheur et moins d'emballage, impact écologique. Par contre, au niveau des marques de détail, c'est sûr que ça pose un défi sérieux. Je n'ai pas de résultats de recherche spécifiques pour aider là-dessus. Je pense que les marques, dans le fond, l'aspect local peut être joué en notre faveur à ce niveau-là. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en aurais peut-être une. Ça déborde un petit peu de la présentation, mais dans le monde des allégations comme telles, tu n'as pas parlé beaucoup du sans antibiotiques, du bien-être animal comme allégation, élevé dehors ou élevé avec des jouets. J'ai vu ça l'autre jour sur un paquet. Ça a-tu vraiment un impact pour le consommateur? J'ai montré à un moment dans la diapo où il y avait les différents niveaux de cleanable. Le niveau en haut qui est l'éthique, il y en a un, c'est là qu'il y a le plus de croissance dans le marché. Mais sauf que faut comprendre que plus c'est spécialisé, plus les segments sont petits, plus la croissance est grosse. Donc oui, il y a du désir pour ça, mais ce qu'on voit, c'est qu'une caractéristique comme élevé sans antibiotiques, les gens ne sont pas prêts à payer plus cher qu'une caractéristique comme le naturel ou même une caractéristique comme le sans ajout d'ingrédients artificiels, parce que c'est confus dans la tête des gens, puis en quelque part, c'est tous des vases communicants. Donc nous, en tant que manufacturiers, producteurs et transformateurs, il faut tenir compte de la perception de valeur de ces allégations versus le coût réel de les faire. Donc, il y a un marché pour ça, il y a des réseaux et des consommateurs, mais ce n'est pas la masse du marché pour l'instant. On a une autre question, rapidement. Oui, bonjour, Yves Fournier, Tabé les chefs. Mais j'aimerais ça avoir un petit peu votre opinion, votre perception des choses. Ça rejoint un petit peu la petite madame qui a posé la question. Parce que vous avez parlé tantôt des baby boomers et des jeunes. Oui. Puis si on regarde dans le marché au détail, au point de vue transformation, il y a plusieurs chaînes qui commencent à inciter le consommateur à arriver avec le Tupperware. Et on remarque que la mise en marché des viandes tranchées, ça grandit, on dirait, de semaine en semaine ou de mois en mois. C'est un petit peu un message qui est différent. Tu sais, les chaînes invitent les baby boomers à emmener le Tupperware, puis dans un autre sens, les transformateurs a agrandi le marché de la viande tranchée en industrie. Mais ce serait peut-être juste avoir votre perception des choses là-dessus. C'est sûr qu'il y a vraiment, comme je vous disais, une fragmentation des marchés, puis les détaillants, eux, veulent se positionner comme bons citoyens corporatifs. Là, je parle pour eux, ils pourront nous le dire si c'est la même chose. Je pense que notre job en tant que gens qui sont dans l'industrie du porc, c'est de montrer, entre autres, la localité. Ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'on a certains arguments pour nous, pour dire qu'on peut jouer cette game-là. La question des Tupperware en tant que tel, je vous dirais, je ne sais pas encore, c'est très récent comme mouvement. On n'a pas de données solides encore à ce niveau-là. Moi, personnellement, je me pose des questions au niveau de si ça ne pourrait pas créer des problèmes de salubrité éventuellement qui pourraient peut-être jouer contre ça. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je n'ai pas de données sur lesquelles me baser. Ils ont sûrement fait les études avant de s'afficher. Oui, mais je n'ai pas assez de données pour vous aider à ce niveau-là. Ouais, pas trop. Merci. Alors, merci beaucoup, David, pour cette excellente présentation.
Je t'invite à aller à ma Parfait. gauche rejoindre Geneviève qui va te remettre un petit cadeau en guise d'appréciation.